Salut Frédéric, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, super, merci de demander. Donc nous sommes ici dans le cadre de l'émission Histoire de sentiers, émission où on veut vraiment en apprendre davantage sur les sentiers, que ce soit de la construction à la conception et même le choix du nom. La Rochemère, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense à Rochemère? Ouais. La Rochemère, pour notre organisation, ça a été un projet pilote. OK. C'est-à-dire c'est un des premiers sentiers qu'on a fait dans le secteur Saint-Raymond, mais overall, c'est un des premiers sentiers qu'on a fait dans l'ensemble des deux réseaux. Ce que je peux dire sur ce sentier-là, c'est que au début, quand on a commencé à développer le vélo de montagne, j'étais allé dans l'Ouest américain, dans le coin de Moab, puis OK, ouais. tout ça, puis notamment dans le coin de Las Vegas, il y a un endroit qui s'appelle Bootleg Canyon, OK. qui est un super beau petit endroit pour faire du vélo de montagne. Puis ce que j'avais remarqué, j'avais compris là, c'était quoi des sentiers avec du flow, c'est-à-dire tu sais, d'avoir une assez bonne vitesse pour remonter puis avoir un peu le principe de la montagne russe qui était à ce moment-là, il y a une douzaine d'années, quand on a commencé ça, même plus, 14, qui était comme la nouvelle mode en vélo de montagne, tu sais, des nouveaux sentiers. Ouais. Fait que j'étais revenu avec cette idée-là, puis là, j'avais tracé le sentier de la Rochemère dans le centre de ski parce qu'on avait les droits de passage à ce moment-là. Puis je m'étais dit, ben je vais essayer de reproduire ça. Donc on partait d'une dénivelée, disons, à 80 mètres de dénivelé, puis là, ça descendait un peu, mais là, ça remontait à 79. Puis là, tu sais, pour essayer d'étirer le sentier tout en ayant un flot, mais on s'est comme un peu trompé parce que c'était pas le même sol que dans le Nevada. Il y avait beaucoup d'eau. Et puis on n'avait jamais assez d'élan pour remonter. Fait que bref, le premier dessinage de ce sentier-là, on l'a tout refait. Après ça, ça gênait les opérations du centre de ski, fait qu'il a fallu couper des bouts. Fait que bref, pendant à peu près 5 ans, on s'est mis à couper des bouts de ce premier traçage-là. On a remis du flot, plus de pente. On a même fait venir des voyages de dalles de granit de Rivière-à-Pierre. Ouais. Vous savez qu'il y a la carrière de Rivière-à-Pierre, des retailles de granit. On s'est dit, on va jouer avec ça. La particularité du sentier de la Rochemère, puis après ça, le nom a été choisi, c'est que rapidement, en creusant le sol, on tombait sur la Rochemère. Ouais. Donc, ça peut être super le fun, mais ça peut être aussi assez problématique parce que toute l'eau se ramasse puis c'est très difficile à drainer. Donc, ça a été un sentier qui, aujourd'hui, n'est pas pire, on est fiers, mais qui a été beaucoup de travail. On s'apprête à aller découvrir la Rochemère. On est au sommet du centre de ski ici à Saint-Raymond. On y retrouve quand même là, des racines cross-country dans ce sentier-là. C'est aussi un sentier que j'affectionne pour vraiment travailler la position de base ou position neutre, même mettre de l'avant la position d'attaque parce que il y a beaucoup de travail au niveau du corps à effectuer. Parfois, le sentier est un peu plus pentu. Il y a plusieurs virages surélevés. Il y a des passages de roches, rien de trop accidenté, trop escarpé. Mais tout de même, on doit vraiment s'adapter au sentier en faisant bien bouger le vélo dans le sentier et ajuster constamment notre position. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sentier idéal pour aller travailler ça. Je vous invite à venir avec moi. Donc ultimement, la position de base, ou des fois appelée position neutre, ça peut sembler très simple, mais il y a quand même quelques petits aspects, quelques petits critères à prendre en considération. Lorsqu'on fait du vélo, il y a deux positions générales qu'on va avoir. Position assise, les coudes sont un petit peu plus larges, je suis engagé, mes abdominaux. Ou l'autre position où on va être plus relevé, debout, sur les pédales. Donc position neutre de base où je suis tout détendu au centre de mon vélo. On va laisser de côté là où on est debout, un pied sur le guidon, un pied sur le banc. Là. Le balai à vélo, on va se garder ça pour une autre capsule un de ces jours. Ceci dit, l'intérêt en vélo de montagne de soulever les fesses et de ne pas toujours rester assis sur le vélo permet au vélo de bouger en dessous de nous. En étant aussi surélevé, ça ajoute, si on veut, du débattement à la fourche à l'avant et à l'amortisseur à l'arrière. Donc, on est capable de faire un mouvement avec les bras pour absorber les bosses. Même chose avec les jambes. Puis on verra peut-être un peu plus tard qu'on peut pomper dans le sentier
à l'aide de ça. Je pense encore que les meilleurs sentiers, c'est ceux qui ont le plus de planification, mais qui laissent place à une créativité OK. une fois sur le terrain. Parce que tu as bien beau l'étudier, le terrain, le plus que tu peux, des fois. Pour moi, un dessinateur de sentier ou un trail builder en bon français, c'est quelqu'un qui est capable de bien planifier sa route, son tracé, mais qu'une fois dedans, des fois, il n'a pas pensé à quelque chose, il roule un petit peu pour aller chercher telle affaire. Ouais. De rallonger un peu, ça va lui donner plus de flow. Fait que ça prend un mix des deux. Plus on s'améliore comme organisation à faire des sentiers, plus on fait de la planification, mieux elle est faite, avec certains critères de base, des niveaux de pente pour pas qu'il y ait trop d'érosion, toutes sortes de techniques là, de retenir le sol, de type de sol. Mais il va rester toujours, selon moi, une part de créativité qui est en lien avec le milieu naturel. Puis c'est ça qui fait qu'un sentier, il y a une distinction, une couleur, Sa une personnalité. saveur, Là. une personnalité. Ouais. C'est une œuvre d'art, mais qu'il faut qu'il y ait un peu d'ingénierie derrière ça. Ben ouais, clairement. Puis là, tu parles du côté de votre organisation, ça prend beaucoup d'équipes de travail. Est-ce que vous avez la statistique à la Vallée-Boisdu-Nord du nombre d'équipes de travail que vous avez sur le terrain, On construction qu'entretien? Tu sais, on évolue là, cette année. Parce qu'il faut savoir que la Vallée-Boisdu-Nord, c'est près de 200 km de sentiers au total. On a 110 km de sentiers de vélo. Là, je donne des approximations pour 80 à peu près de pédestres. Ça donne une idée. Là. Fait qu'on a une équipe pédestre qui est plus à l'entretien. On a une équipe vélo qui est plus au développement, en support des fois des autres organisations qui viennent sous-contracter et faire des sentiers chez nous, comme on a eu Gravity Logic de l'Ouest canadien, un Love Bike Park de l'Ouest, on a Sentier Boréal qui sont venus longtemps, Sentier de l'Est, des compagnies du Québec. Cool. Nos équipes viennent en support aussi à ces chantiers-là. On a une équipe d'entretien de vélo, on a une équipe donc de développement de vélo, puis on a également une équipe de jeunes en réinsertion. Qui est une équipe généralement de 10 personnes qui viennent aussi nous aider sur les différents chantiers, à la fois pédestres et vélo de montagne. Intéressant. C'est vraiment, c'est ça, ça fait un vaste réseau. Là, ça nous donne entre 20 et 25 personnes peut-être en entretien de sentier. Puis là, de plus en plus des corvées de bénévoles et des sous-contractants qui viennent amener une signature sur le réseau. Il y a un gros écosystème de mise en place là, pour les sentiers. Bien, on est une destination de sentiers, la Vallée-Boisdu-Nord. Fait que dans le fond, c'est notre produit. Après ça, on a de l'hébergement, on a d'autres activités, comme le nautique, on le voit ici à l'arrière. Et avant tout, c'est une destination de sentiers. Fait que, il faut s'occuper de notre core business, là, qui ce sont les sentiers. Oui, clairement. Il y a une chose aussi que que j'ai retenu quand tu parlais, on a eu les droits de passage au centre de ski concernant la Roche-Mère. Donc, de ce qu'on comprend, vous n'êtes pas propriétaire de toutes ces... J'avais tout à l'heure une gang de la France qu'on recevait là, du groupe de vélo commensal. Puis je leur expliquais, c'est un peu comme les parcs régionaux en France, où c'est des parcs qui sont habités. Fait qu'on a un statut de parc régional, mais en fait, on est une coopérative qui gérons sur un territoire à la fois public et privé un réseau de sentiers. Donc, le centre de ski, ça appartient à la ville de Saint-Raymond. On a au total une quarantaine ou une cinquantaine de droits de passage de propriétaires qui nous offrent là, vraiment chaleureusement, puis qu'on l'apprécie, des droits de passage essentiels. Mais on est à peut-être 80 75 en terre publique. Donc, ça demande des permis de l'État pour pouvoir développer ces sentiers-là. Ah, mais c'est intéressant ça, parce que souvent quand on roule, on passe à l'accueil de la vallée, on se dit on est à la vallée Bras-du-Nord, mais dans le fond, il faut se rendre compte que c'est encore une fois une contribution d'une communauté. C'est ça. Oui, vraiment, vraiment. Ça fait partie de la dynamique de la Vallée-Bras-du-Nord, d'être sur un territoire à la fois public et privé. Je me demandais, la Roche-Mère, là, on a compris qu'il y avait une grosse roche, tout ça. On fait-tu un lien avec l'origine du nom?
Ça a été décidé de quelle façon, de la baptiser ainsi? On a un comité à l'interne qui décide des noms de sentiers. Les idées viennent de partout, que ce soit l'équipe, que ce soit des gens de la place. Okay. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas d'algorithme précis là, pour décider d'un nom, mais je pense que c'est le fait d'avoir un sentier qui est constamment beaucoup sur la roche-mère. Okay. Le nom est venu de cette manière-là à travers les réflexions de noms. Puis il y a toutes sortes de noms, il y a toutes sortes de réflexions associées au territoire, à son histoire également. Ouais. Ah ben c'est quand même pas mal intéressant. Merci beaucoup pour ce pan d'histoire sur la roche-mère. Donc là, j'ai parlé beaucoup de la position de mouvement vertical qu'on peut avoir, mais il y a aussi un intérêt où on peut se déplacer un peu vers l'arrière et vers l'avant. Donc ça peut être très avantageux en fonction du terrain. Donc là, il y a beaucoup d'écoles de pensée, des fois qui vont avoir le réflexe de se reculer à l'arrière du vélo à l'approche d'une descente très pentue ou lorsqu'il y a beaucoup d'obstacles, par peur de passer par-dessus le guidon. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on se recule trop à l'arrière, en fait, c'est pas toujours avantageux. L'idée, c'est de plutôt être en continuel mouvement et d'accompagner son vélo. Je donne l'exemple, si on est beaucoup reculé à l'arrière, mes bras vont être très allongés, puis ça devient difficile de piloter mon vélo. Puis en fait, je viens même créer un débalancement, puis je pourrais avoir de la difficulté si je sens là, que mon corps est déporté vers l'avant puis que je vais passer par-dessus le guidon, à me reculer encore plus pour corriger ma position parce que je suis déjà au maximum à l'arrière sur mon vélo. Finalement, de s'avancer un petit peu à l'avant peut aider à alléger la roue arrière. Des fois, quand on passe certains obstacles ou même juste une petite calvette ou essayer de faciliter le franchissement d'une racine avec la roue arrière, venir s'avancer vers l'avant, ça peut grandement aider au passage de cette roue-là. Donc, on parlait de position de base, position neutre. On peut aussi faire référence à la position d'attaque où là, à ce moment-là, on va être déjà un petit peu plus engagé, où on va vraiment fléchir les coudes à l'avant. Les coudes vont pointer vers l'extérieur. Donc, on est déjà prêt à amortir les bosses. On va aussi essayer de garder notre corps au-dessus du guidon. En fait, je parle du corps, mais on peut avoir comme point de référence les épaules qui vont être au-dessus du guidon. Puis on va avoir nos deux pédales qui sont égales, avec les jambes aussi déjà légèrement fléchies, prêts à attaquer le sentier. Et on a la chance de rouler avec Jasmin Quentin, athlète raymondois aujourd'hui. On arrive dans un passage intéressant de la roche-mère où on a quand même pas mal de vitesse. Puis on va voir l'intérêt de la position d'attaque, donc les coudes fléchis. Jasmin fait exprès de passer sur les racines. Puis on peut voir qu'il a absorbé, donc ça a permis au vélo de bouger sous lui. Puis à la petite bosse, plutôt que de sauter, Jasmin a écrasé son vélo dans le sentier. Question de garder le contact, que ses roues gardent le contact avec le sol, puis qu'il puisse déjà se diriger vers le virage et sortir un peu plus loin. Donc là, tu vas voir, Jasmin, on approche une petite zone plus accidentée de la roche-mère. Je t'invite à prendre bien comme il faut ta position d'attaque, coude large, jambes fléchies, regard au loin, petit balayage visuel. Et là, tu vas voir là-bas, il y a une petite cassure. Tu peux soit la rouler ou tu peux oser faire une belle petite drop et amortir à l'atterrissage. Donc, c'est vraiment là, un regard 360 de la position de base sur le vélo. On s'est monté, on s'est descendu, on s'est reculé, on s'est avancé. On peut aussi penser à se dissocier de notre vélo, soit vers la gauche ou soit vers la droite. Donc, de cette façon-là, c'est une technique qui va beaucoup nous aider à aborder les virages avec plus de confiance et plus de traction. Et on peut profiter de l'adhérence de la roche, incliner le vélo. On complète le virage et hop, on amortit les obstacles à l'entrée du sentier en laissant bien bouger le vélo en dessous de nous. Oh yeah!
Super belle descente, Jasmin. On continue toujours de mettre l'accent sur notre position sur le vélo. Toujours détendu. On est maintenant rendu à la fin de la Rochemère. Super belle descente. J'aimerais vous rappeler qu'en vélo de montagne, la position est vraiment pas statique. C'est important de toujours être actif sur son vélo, de le laisser bouger en dessous de nous, puis de vraiment suivre le sentier pour l'accompagner puis faire en sorte que notre descente est très, très fluide. N'oubliez pas aussi qu'en fonction de votre gabarit, en fonction de la géométrie de votre vélo, il est possible que votre position, l'amplitude que vous allez aller chercher va être différente d'une personne à l'autre. Donc, trouvez la juste position pour vous, votre bonne position neutre, votre bonne position d'attaque. Salut Kevin, bienvenue à Histoire de Sentier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, comme tu le sais déjà un peu, on fait le tour de différents sentiers pour en apprendre sur leur histoire. Oui. Mais là, en ce moment, ce qu'on va faire, c'est une capsule mécanique ou du moins capsule vélo pour en apprendre un petit peu plus des fois sur le fonctionnement du vélo, mais aussi pour se débrouiller en sentier si on a des bris mineurs ou même on aura différents sujets qu'on va couvrir tout au long de la saison. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous et démarrons ça sans plus tarder avec le scan du vélo ou du moins de faire le tour du vélo avant de partir en sentier pour bien sûr savoir et s'assurer que son vélo fonctionne bien, mais aussi penser à un élément de sécurité parce que des fois, s'il y a quelque chose qu'on ne prend pas en considération, qu'on prend à la légère, bien, ça peut mener à des accidents en Effectivement, c'est super important. En fait, souvent, c'est négligé. Les gens partent, on est pressé, on arrive, on veut partir le plus vite possible. Prendre 2-3 minutes, c'est quand même très rapide. On fait un petit scan du vélo, on va vérifier les boulons, on va vérifier la pression des pneus, les freins, les vitesses. Juste un petit check-up, 2-3 minutes, ça va vraiment faire une grosse différence sur... Tu vas faire une super de belle ride, tu vas faire une belle sortie, tu briseras pas, il y a des chances, beaucoup moins de chances que tu brises. En fait, d'ailleurs, s'il n'y a rien de dévissé, si tout est à jour sur ton vélo. On va faire un petit survol. Je vais te montrer un petit peu là, comment moi je m'y prends autant à la boutique, autant que moi personnellement que je pars faire mes rides. Clairement, ben oui, on est là pour ça. Partage-nous là. C'est de la même tous façon. Les meilleurs exact. Secrets. Côté sécurité, souvent, c'est on le check pas très, très régulièrement, là, mais juste faire un petit check-up. Nos grips comme ça, ici, s'ils sont bien serrés, pour être sûr que notre volant ne tourne pas. Tu sais, comme elle, on peut voir, là, elle tourne une petite affaire. Fait que c'est un bon exemple. On pourrait venir la visser juste avant de partir, s'assurer que ça soit bien serré. On vérifie également, au niveau de notre potence, si notre guidon est bien serré. Si notre potence, il ne faut pas que notre guidon bouge de gauche à droite. Bien important. On va faire une autre tournée des boulons au niveau de la tige de selle. Ici, on va en avoir souvent 2. Vélo montagne, la plupart du temps, maintenant, un dropper post. Clairement, la tige on de selle vérifie si ça fonctionne. Un bon atout à avoir. On met une petite pression dessus pour pas qu'il descende tout seul sans que le câble soit activé, comme c'est ici. Ensuite de ça, on va faire un petit check-up des freins. On lève notre roue d'en avant. On fait tourner. On n'entend pas de bruit. Frein bien puissant. On remarque que notre manette ne va pas toucher à notre guidon. Donc, on a de la pression en masse. On fait le même exercice en arrière. On lève la roue, on fait tourner. On freine. Notre levier ne vient pas toucher au niveau du guidon. On a de la force en masse au niveau des breaks. Ensuite de ça, on a nos roues qui sont lousses? Oui. Aucun lousse dans nos roues, comme ça ici. Il n'y a pas de lousse, c'est bien serré. Je remarque aussi, là, par rapport aux roues que tu parles, ça arrive qu'il y a plusieurs façons de bien fixer la roue là, par le moyeu. Tu sais, des fois, il y a les déclenches rapides, là, quick release. Maintenant, exact. Des fois, il y a des axes qui sont un petit peu plus gros qui nécessitent l'utilisation d'un outil comme une clé Allen. Puis, ça se peut aussi pour les vélos des plus jeunes, là, des fois les tout petits, c'est même des boulons là, qui doivent être utilisés avec des clés anglaises. Exact, c'est en plein ça, Il faut, j'imagine, vérifier avec le bon outil. Avoir les bons outils aussi à la maison, c'est en plein ça. Tu sais, d'être bien outillé, juste... Ça prend pas beaucoup d'outils. En fait, c'est souvent très simple, mais par contre, d'avoir les bons outils, là, comme tu mentionnes, là, si c'est des boulons, si c'est une clenche automatique, ou dans un modèle comme ça ici, c'est un axe là,
un axe plein là, qui traverse vraiment la roue. Super. Fait que là, mettons qu'on s'est assuré que nos roues sont bien fixées. Après ça, tu vas vers quoi dans ton scan? Est-ce que le jeu de direction, c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement? Des fois, ça semble complexe pour les gens, mais au final, c'est possible de faire quelque chose soi-même. Quand j'ai parlé tout à l'heure, si ma potence était bien serrée pour que mon guidon bouge de gauche à droite, un petit truc pour savoir si notre jeu de direction il est bien ajusté, on maintient le frein en avant, comme c'est ici. On vient juste créer une légère pression au niveau du jeu de direction aussi. On regarde s'il y a un lousse. OK, cool. On va sentir, là, si notre bearing n'est pas bien ajusté, on va sentir que notre vélo bouge d'en avant en arrière sans avancer, en fait. On va vraiment avoir le petit espace, là, comme c'est ici, qui va se créer si notre jeu de direction n'est pas bien ajusté. Super. C'est un bon point à porter, effectivement, avant de partir, là, pour être sûr de ne pas créer de bris au niveau du vélo. Génial. Puis là, dans notre scanner, on est à peu près rendu à la moitié du vélo. Rendu là, je vois les suspensions. On a vérifié un petit peu les roues, mais la pression d'air dans les pneus. Qu'est-ce qu'on peut vérifier par rapport à ça? Exact. Certains modèles, maintenant, arrivent avec des suspensions à l'air. On va en avoir avec, comme ça ici, c'est un modèle avec de l'air au niveau de la suspension. On va en avoir avec, c'est un ressort, en fait. Qu'est-ce au niveau d'un ressort, c'est un petit peu plus simple. On n'a pas nécessairement à vérifier notre pression d'air. Par contre, en avant, il faut toujours la vérifier. Du côté gauche, comme c'est ici, on va avoir un bouchon pour vérifier notre pression d'air. Et en arrière, il va toujours avoir la même chose. C'est une petite valve, le même principe qu'un pneu. On va venir mettre la bonne pression que votre détaillant vous a référé avant de partir avec votre vélo. Tu me parles de pression, là, pression d'air. C'est-tu quelque chose qu'on ajuste avec la même pompe à pied pour gonfler les pneus ou avec un compresseur à air? Effectivement, il faut prendre une vraie pompe à suspension. Il rentre beaucoup d'air dans une petite chambre d'air. La pression est quand même très élevée, donc souvent, un petit truc maison, là, le poids de la personne qu'on va mettre dans la suspension en arrière, en avant, on divise en deux. Souvent, à partir de là, on a un bon petit setup là, pour une journée là, quand même assez simple. Mais il faut avoir la bonne pompe. Mais ça prend la pompe à suspension, effectivement. Bon. Exact. C'est pas la même pompe, une pompe à pneus ni un compresseur, donc avec ça, on s'assure de rien briser. Donc, effectivement, on vérifie la pression des suspensions. Ça me fait penser, on a les pneus. Il faut vérifier notre pression de pneus. À chaque fois, super important, c'est souvent très négligé. La fréquence, c'est la question que les gens se posent. À quelle fréquence que je gonfle mes pneus? Chaque fois. Chaque fois, ça fait une énorme différence au niveau, de la performance du vélo. On s'assure toujours de rouler avec la même traction. On va sentir que notre pneu va vraiment adhérer très bien au terrain. Parce que si on met trop de pression dans nos pneus ou si on en met moins, le pneu ne se comportera pas de la même façon. Donc, on s'assure, avant de partir, à chaque fois, on gonfle nos pneus, on va éviter de faire des crevaisons et on s'assure que notre vélo va se comporter toujours de la même façon. Super. Vitesse? Oui, effectivement. Tiro de test. 2-3 tours de stationnement, on s'assure que les vitesses embarquent toutes bien une et l'autre. Que toutes nos vitesses changent bien, que notre chaîne ne déraille pas, évidemment. C'est pas agréable, là. Ou avant de partir dans la rue, avant de mettre le vélo sur le support à vélo. C'est en plein ça. Exact. On peut faire un petit check-up des vitesses. Super. Ben, tu sais, moi, je pense que ça fait quand même un bon repère. Puis des fois, c'est juste de prendre la peine. Quand on embarque sur le vélo, on a le réflexe de mettre nos mains en premier. Fait que, tu sais, c'est là que ça part. C'est les premiers éléments que tu as nommés étaient au niveau du guidon. Puis je pense que même si on n'est pas habilité à nous-mêmes tout faire ces ajustements-là, bien, au moins, vaut mieux en prendre conscience avant de partir. De le reconnaître, exact. De savoir, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Peut-être se rendre au niveau de son détaillant. Exact, faire un petit détour par la boutique. Puis, exact, pour s'assurer de ne pas briser durant notre sortie. C'est génial. Puis peut-être en terminant, je trouve que ça fera un bon lien avec ça parce qu'on a parlé de quelques outils. Puis, tu sais, des fois, même si on a vérifié là, le mieux du monde, notre vélo avant de partir, c'est possible qu'en sentier, il y ait quelque chose qui se désajuste ou que même on veut réajuster quelque chose. As-tu quelques essentiels à avoir avec toi quand tu pars rouler? Un accident est quand même très vite arrivé. On ne sait jamais. On frappe une roche, une grosse racine, crée une crevaison. Clairement. On peut briser. On ne sait jamais, même si on a fait notre scan avant de partir. C'est ça, ça nous est tout arrivé. Hein? C'est en plein ça. Donc, essayer d'amener un minimum d'outils. Fait quand même bien. Je vais te montrer ce que j'apporte. Je serais curieux de voir qu'est-ce que tu apportes. Vas-y, je tiens le vélo. Moi, j'aime bien ça. Là, je ride toujours avec un petit sac là, au niveau de la taille. J'emmène pas beaucoup d'outils, mais j'emmène toujours au moins un tube de spare. Même si les vélos maintenant sont rendus sans chambre à air, en fait, tubeless ready qu'on appelle, il y a quand même toujours possibilité de mettre une chambre à air à l'intérieur qui donne une deuxième vie à notre pneu, qui nous permet de revenir à l'auto, évidemment. Clairement. Ensuite de ça, j'emmène un multitool.
OK. Avec ça, en fait, on va avoir l'option de réparer notre chaîne si on brise notre chaîne, qui est un OK, dérive ouais. chaîne. Clé Allen, exemple, on tombe, il y a un gros impact, notre guidon tourne, vice-versa. On va avoir les outils pour être capable de se réparer, évidemment. Ensuite de ça, clé à pneus. Ouais. Préparer notre flat. Bien facile. Donc, les clés à pneus qui permettent de déjanter le pneu. Pour, Ouais, c'est en plein pour ça, exact. mettre la chambre à air ou d'en changer une si c'est quelque chose qu'on avait dans notre pneu. Là. C'est en plein ça. OK. Quelque chose de très compact, ce qui est le fun. Une petite bonbonne de CO2, Ouais. comme ça ici, pour évidemment regonfler notre pneu avant de repartir. Je te pose la question rapidement. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça gonfle le pneu instantanément. Y a-tu assez d'air pour Oui, gonfler exact. tout notre pneu? Ou... Il va y avoir plusieurs grosseurs de bonbonnes. OK. Il va y avoir du 16, du 20, 25 grammes, 30 grammes. Il y a quand même des grosses bonbonnes, en fait. Là, souvent, si une personne dit j'ai un pneu de 29 pouces OK. ou un vélo de route, ainsi de suite, on va avoir l'option là, de gonfler notre pneu là, suffisamment génial. avec une cartouche. C'est plus compact, c'est plus rapide. Ouais. Ou sinon, il y a toujours la bonne petite pompe, là, la bonne petite pompe compacte là, qu'on peut traîner avec notre vélo. là, Clairement, qui, mais ça a l'air le fun de le en plein faire ça, avec beaucoup plus petit. Ouais. Un petit lunch. Ben ouais, peut-être. Hein, on parle jujube. beaucoup du vélo, mais C'est toujours ça serait bien, pas pire de exact. s'alimenter. Ça apporte de l'eau en masse. Ouais. Faut pas négliger la bouteille d'eau. Un petit lunch, des fois une petite barre tendre, des jujubes, un petit gel, ça fait quand même toujours bien. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup, Kevin, pour ce tour d'horizon. Je pense que ça va être très pratique et surtout pertinent. Super. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule. Excellent.